Bien, on va démarrer. Si vous voulez bien prendre place, s'il vous plaît. On va démarrer cette séance du conseil municipal. Je vais démarrer par vous faire lecture des pouvoirs qui nous sont arrivés. Vous me direz s'il en manque après évocation de ces derniers. Fanny Malvezin donne pouvoir à Antoine Ingold. Odile Jacquin à Carole Garnalec. Philippe Jadot à Thibaut Flynn, qui ne va pas tarder. Daniel Raymond à Dominique Le Cerf. Caroline Philippe à Francine Bollet. Frédéric Valtou à Isabelle Bolger. Virginie Larue à Gwenaëlle Claire. Adélaïde Sassine à Judith Reynaud. Et Audrey Tamborini à Cédric Thomas. On est bon? Très bien, merci. Je vais proposer à Judith Reynaud d'être secrétaire de séance pour notre conseil de ce soir. Merci. Et je vais commencer cette séance par deux sujets, on va dire, d'information. Le premier, pour vous présenter Monsieur Marc Decrouy, derrière moi, qui est le nouveau directeur général des services de la ville de Fontainebleau, qui a pris ses fonctions aujourd'hui même, qui commence par un conseil municipal, c'est pas mal, et qui remplace donc Gwenaëlle Pittray, qui est sorti des effectifs de la commune au 1er mai dernier. Donc bienvenue Monsieur Decrouy, bienvenue à Fontainebleau. Deuxième information que je voulais vous communiquer, c'est un peu en complément, ou plutôt en complément de l'article de la République de Seine-et-Marne qui fait état du départ des gens du voyage au niveau des terrains du Bréau, pour vous rappeler qu'effectivement, depuis 2 ans, avec un travail, on va dire, de concert avec la CAPF, on s'est attaché à régulariser les occupations illicites, on va dire, on va traiter le sujet des occupations illicites des gens du voyage. Pour mémoire, il y avait des occupations un peu fréquentes sur le plateau scolaire à Philippe Mahut, des occupations également près du siège de la société Picard, et donc le dernier endroit qui était occupé, c'est au niveau du Bréau, derrière l'école du Bréau. Ce dernier site a été libéré par les gens du voyage le 7 mai dernier, suite à une procédure que l'on a déposée auprès du tribunal pour essayer donc de faire évacuer ce site. Alors, bon, aujourd'hui, à date, au moment où on se parle, il n'y a plus d'occupation illicite sur Fontainebleau, mais j'insiste, je me permets d'insister que ce n'est évidemment pas une fin en soi tant qu'on n'aura pas réglé le sujet du respect de la règle qui nous est imposée d'avoir une aire d'accueil au niveau de Fontainebleau, ou en tout cas que le territoire du pays de Fontainebleau assume sa part du schéma directeur départemental de 80 places au total. Il y en a une vingtaine aujourd'hui sur Vulaine, donc vous faites le calcul, il y en a encore 60 à prévoir sur le territoire de l'agglomération. Fontainebleau, pour sa part, doit 17 places. Donc nous avons fléché au niveau du territoire Bellifontain le site qui est actuellement le site du bunker de l'OTAN. Charge après à l'agglomération de mener à bien les études d'impact, les études d'investissement, pour voir quel est effectivement le coût à la place de cet équipement, qui reste un équipement obligatoire. Et vous êtes Bellifontain comme moi, vous savez que les espaces ne sont pas nombreux et que sauf à ce que l'État nous exonère de notre obligation, il convient que la ville de Fontainebleau propose un espace, et en l'occurrence, seul cet espace a été trouvé. Si d'autres ont de meilleures idées, écoutez, on est toujours preneur. À date, il n'y en a pas eu jusqu'à présent, et le site du bunker semble être le site le plus, on va dire, adapté à l'occupation, en tout cas à l'aménagement d'un terrain comme celui-ci. Donc, loin de moi l'idée de fanfaronner de quoi que ce soit, juste le constat qu'à date, il n'y a plus d'occupation. Demain, évidemment, avec un bulldozer, ils peuvent revenir, ce n'est pas le sujet, mais il faut effectivement rapidement trouver une solution pour répondre à nos obligations légales. Ce site, par ailleurs, est dangereux. Il y a eu un départ d'incendie samedi matin dans l'une des halles qui était occupée par les gens du voyage. C'est donc un site qui est techniquement dangereux, où sont entreposés des produits inflammables. Donc ce n'est pas un endroit qui peut être laissé
comme ça, sans précaution aucune. Donc avec l'agglomération, on va voir quelles sont les mesures que nous devons prendre pour sécuriser cet espace. Voilà, information complémentaire aux informations parues dans la presse sur le sujet des gens du voyage. Je vous propose qu'on démarre tout de suite par la liste des décisions prises en vertu de l'article 21-22. J'imagine qu'il y a des questions. Monsieur Thomas, vous avez des questions? Bonsoir, je n'avais pas levé la main, mais c'est gentil de me passer la parole. Non, j'ai pas de questions, puisque je vous les ai adressées. Comme je vous le disais, j'ai été un peu, enfin comme je vous l'écrivais plus tôt dans l'après-midi, il y a de cela 3 heures, j'étais pas très content quand même de voir que les demandes de documents qu'on fait 5 jours avant le conseil municipal, qui est le délai de convocation du conseil municipal, nous parviennent au dernier moment, ce qui ne permet pas de les étudier pleinement. Surtout que je constate, et celle-ci en fait partie, que le récapitulatif des contentieux en cours, dont vous avez parlé, nous a fait lecture la dernière fois, ne m'a toujours pas été transmis. On va me dire qu'on m'a écrit qu'il me serait transmis ultérieurement, comme beaucoup de choses que j'ai demandées pour aujourd'hui. Donc je trouve que c'est cavalier, parce que à la fois c'est tardif comme réponse, et en même temps c'est très incomplet. Donc si à l'avenir on pouvait être dirons-nous, plus diligent sur les demandes de documents, ce serait avec joie. Merci. Eh bien, écoutez, s'améliorer, c'est notre sujet tous les jours. Donc, oui, nous nous améliorerons. Et puis, on peut aussi faire un pas l'un vers l'autre vers l'amélioration de nos qualités de réponse. Un mail qui arrive, évidemment, dans le délai des 5 jours, mais un 8 mai, la veille d'un 9 mai, l'avant-veille d'un 10 mai, d'un week-end où toute la France a été dans un schéma de fonctionnement un peu complexe. Chacun tirera les conclusions qu'il veut. Force est de constater que vous n'avez pas eu les réponses à vos questions dans les délais. Non, je termine, pardon, je ne vous ai pas coupé. Non, donc je termine, je vais jusqu'au bout. Donc force est de constater que vous n'avez pas eu les réponses à vos questions. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Après, effectivement, pour pouvoir répondre à vos questions, il faut aussi instruire, réfléchir, chercher et faire un élément de dossier. Vous en avez eu en partie cet après-midi. C'est trop court, je veux bien le reconnaître, pour pouvoir vous faire une idée. Donc, charge à nous d'être plus diligents, comme vous dites, dans les réponses aux questions que vous posez. Et puis, bon, après, quand il y a des séquences comme celle-ci avec des ponts, voire des viaducs, il peut y avoir un fonctionnement de l'administration un peu plus complexe. Ça, je le conçois, mais c'est vrai que enfin, pour être tout à fait exhaustif, le dossier du conseil nous est parvenu le 7 mai à 19h30, donc la mairie était déjà fermée à ce moment-là pour le pont du 8 mai. Moi, je travaille entre le mardi soir et le mercredi pour vous envoyer les éléments. C'est pas moi qui ai planifié une séance du conseil municipal le lundi 13 mai, c'est vous. Libre à vous aussi d'envoyer les convocations complètes du dossier du conseil municipal au-delà du délai minimum de 5 jours francs qui est imposé par la loi. Vous pourriez l'envoyer 1 semaine, 2 semaines avant, comme vous le souhaitez. Mais bon, là, la question de calendrier, c'est vous qui le fixez, le calendrier, c'est pas moi. Donc je comprends les ponts, mais en revanche, le calendrier, c'est pas moi qui l'ai fixé pour autant. Eh bien, dont acte, on fera effectivement attention à ne pas se réunir à des moments où la France entière s'arrête, et nous aussi. Néanmoins, vous le verrez, on essaiera d'apporter des réponses aux différentes questions que vous avez posées au fil des délibérations de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur cette partie des décisions du 21-22? Pas d'autres questions, merci. On va donc passer à l'approbation du procès-verbal du 25 mars dernier. Est-ce qu'il y a des questions sur le PV qui vous a été proposé? Pas de questions, des contre, des abstentions? Merci. Premier point à l'ordre du jour, je vais passer la parole à Laurent Roussel qui aura beaucoup de choses à nous dire ce soir. En tout cas, commencer par le compte de gestion 2023, en tout cas sur le budget principal de la ville. Laurent. Oui, bonjour à tous. Donc concernant le compte de gestion, donc, qui nous a été remis par le service de gestion comptable de Fontainebleau, par Madame la comptable, je ne rentrerai peut-être pas dans le détail puisque finalement c'est la même chose que le compte administratif. Donc juste pour dire qu'il est conforme avec le compte administratif, donc c'est une double comptabilité pour l'instant en tous les cas. Et donc nous prenons juste acte de... nous approuvons plutôt le compte de gestion tel qu'il nous a été fourni par le service comptable de la ville de Fontainebleau.
Merci Laurent. Effectivement, on va réaborder sans doute le détail du compte administratif de la Même chose ville. pour le théâtre d'ailleurs. Même chose pour le théâtre. Effectivement, ce sont les deux premiers points de l'ordre du jour du Conseil. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte de gestion 2023, qu'il s'agisse du budget principal de la ville ou du budget annexe théâtre municipal? Pas à ce stade, j'imagine. On va passer aux voix. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Sur les deux délibérations? Sur les deux, compte de gestion ville et compte de gestion théâtre. Merci. Laurent Roussel, on passe au point 1.3, le compte administratif 2023 du budget principal de la ville. Et puis je pense que tu enchaîneras sur le compte administratif côté théâtre. Donc concernant la ville d'abord, donc on va avoir un certain nombre de slides qui vont être diffusés. Donc sur le résultat de fonctionnement pour la ville, on a un résultat 2023 de 1 089 062. Pour le théâtre, en même temps, 119 244. Et un résultat consolidé de fonctionnement d'1 208 307. En ce qui concerne le solde net d'investissement, donc on a un déficit pour la ville de moins 154 000, pour le théâtre 92 000, et le résultat consolidé pour l'investissement de moins 272 144. Et je ne donnerai que le résultat global de clôture ville plus théâtre, donc 936 162. Voilà, et on va rentrer un peu dans le détail des chiffres sans pour autant rentrer trop dans le détail, puisque vous les avez tous reçus, à la fois dans le rapport qui vous a été proposé, ainsi que toutes les maquettes qui vous ont été envoyées. Donc les dépenses réelles 2023 dans la section de fonctionnement qui va être diffusée, nous avons donc 23 795 314, donc une progression de 3,29%, puisque quand on a les comptes administratifs, on peut effectivement comparer assez aisément d'une année sur l'autre, ce qui fait suite à ce que j'avais dit au moment du budget, où comparer les budgets, c'est toujours compliqué. Les comptes administratifs, au moins, c'est des chiffres définitifs. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, en ce qui concerne les recettes réelles, donc on a un total de 25 118 764, en légère diminution, donc on peut parler de quasi-stabilité par rapport à 2022. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc les charges à caractère général augmentent de 3,5%. Donc il s'agit essentiellement des dépenses énergétiques, le gaz, l'électricité, les carburants. Comme tout le monde sait, ces dépenses ont augmenté. Et compte tenu de l'augmentation des dépenses énergétiques a été plus forte, ça c'est une surprise pour personne, une augmentation de 3,50 montre la bonne maîtrise par la ville des dépenses, puisqu'on est largement inférieur à l'inflation. Donc malgré une hausse des dépenses énergétiques, on a réussi à contenir, voire à diminuer les dépenses de charges à caractère général. En ce qui concerne les charges de personnel, on a une augmentation de 4,16% qui sont dues aux revalorisations du point d'indice qui s'impose donc à l'ensemble des collectivités publiques, les évolutions structurelles de carrière, comme à chaque fois, et le remplacement des postes vacants et heures supplémentaires, notamment pour les astreintes. Je ne parlerai pas tu restes peut-être juste dans les dépenses exceptionnelles, une forte hausse évidemment, puisqu'on a remboursé l'acompte perçu dans le cadre du filet de sécurité, comme on en avait déjà parlé, et également une augmentation des subventions budget annexe du théâtre. Voilà, donc ça c'est pour l'ensemble des principales modifications sur les dépenses. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, donc le chapitre 70, c'est les prestations de services, le stationnement, la refacturation de personnel au CCAS et les redevances d'occupation et d'utilisation du domaine public, elles s'établissent à 2,94 millions. Le principal poste, évidemment, c'est le chapitre 73, donc la fiscalité, puisqu'on a une hausse de la fiscalité mécanique, même si les taux n'ont pas augmenté depuis maintenant plus de 7 ans. Donc on a une fiscalité constante, mais une augmentation des bases qui correspond à l'inflation, donc 13,76 millions de fiscalité, et des taxes additionnelles aux droits de mutation de 1,37 qui sont en forte diminution par rapport aux années précédentes, notamment aux 2 années précédentes, puisqu'on était à plus de 1,8 million. Voilà, le reste, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, vous avez tout
le détail des recettes, j'ai parlé des principales recettes de fonctionnement. Donc tout ça pour dire au niveau du fonctionnement, c'est que on constate une fois de plus que les crises se succèdent, puisque là on a eu le Covid, on a eu les dépenses énergétiques, on a eu l'inflation, on a eu la baisse des droits de mutation, donc un tassement du marché immobilier, et néanmoins la ville réussit à maintenir le cap, donc les finances de la ville restent très robustes et parfaitement contenues en ce qui concerne les dépenses. Alors, juste, je crois qu'il y avait une question, donc je vais en profiter pour répondre à la question. C'était les dépenses énergétiques 2019. Donc, on vient de me communiquer le chiffre. Donc, c'était 802 670. Donc, effectivement, un tout petit peu plus que 2021 pendant le Covid. Mais on est à un montant, évidemment, on était en 2023 à un montant nettement supérieur. Ça montre bien que les dépenses, le compte à charge à caractère général a augmenté principalement à cause des dépenses énergétiques. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, donc on a des dépenses réelles d'investissement de 6,7 millions en baisse de 15,66% et des recettes réelles d'investissement qui s'élèvent à 7 189 000, donc en baisse de 12,59%. Donc on a réalisé un petit peu moins d'investissement en 2023 par rapport à 2022. Et comme on l'avait dit la dernière fois, c'est essentiellement, on se prépare à des investissements plus importants pour les années à venir, comme vous le savez. En ce qui concerne les principales dépenses d'investissement, on a les travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville pour 547 000. La restauration du mur de Ferrare, cette année, on en avait pour 407 000. L'aménagement du gymnase Lucien Martinel, 380 000. La rénovation et l'aménagement des combles de la Charité Royale, 274 000. La réfection de la place de l'Étable, donc ça, c'est les travaux de finition, 246 000. Dépenses d'entretien de voirie, 576 000, dont la rue d'Encourt, la rue Quinton, le boulevard Churchill. L'aménagement des pistes cyclables, donc ça, c'était la fin du projet, 170 000. L'acquisition de matériel et travaux d'interconnexion informatique, donc pour 133 000. Et les travaux de réfection sur les toitures sanitaires de l'école Saint-Méry, 110 000 euros. Et pour répondre également à des questions qui ont été posées, donc concernant le mur de Ferrare, donc le coût global depuis le démarrage du travaux s'élève à 933 000, pour lequel nous avons perçu où nous allons percevoir, puisque certaines recettes n'ont pas été encore perçues, notamment de l'État avec la DSIL de la région du département. Je ne vais pas vous donner tout le détail, mais la totalité du financement par les subventions est égale à 602 000 par rapport à 933 000. Et puis on peut rajouter les 16,5% du fonds de compensation de la TVA qui s'élève à peu près à 150 000. Donc le coût net pour la ville ressort à 181 000. Donc on a un financement de 80% du mur de Ferrare, ce qui est un niveau de financement extrêmement satisfaisant. En ce qui concerne la place de l'État, puisque la question a été posée, les dépenses globales s'élèvent à un peu plus de 3 millions d'euros, pour lequel nous avons un financement de 1 136 000 de subventions et un peu moins de 500 000 de fonds de compensation de la TVA, donc un coût net pour la ville d'1 449 000. Donc on a un financement qui est à peu près de 50% de l'ensemble de l'investissement. Donc 80% pour le mur de Ferrare et 50% pour la place de l'État. C'est en fait ce qu'on recherche quand on finance des investissements. Alors, en ce qui concerne les recettes d'investissement, je ne vais pas en parler puisqu'on en a parlé, mais vous avez tout le détail qui vous est fourni. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour synthétique du compte administratif, sachant que sur l'endettement, on est à 18,5 millions de dettes, mais ça on l'avait déjà dit au moment du budget, ça n'a pas changé, mais avec une ligne de trésorerie d'1,5 million. Donc on est à peu près constant autour de 20 millions, ce qui était l'objectif recherché. Donc
Comme vous le savez, il n'y a pas eu d'augmentation des taux, une dette constante, des investissements largement subventionnés et des dépenses qui sont largement contenues malgré les crises. Donc des finances qui restent très satisfaisantes et des comptes qui sont très robustes. 2 mots sur le budget annexe du théâtre. Donc des recettes réelles de près d'1 million, 998 000. Voilà, qui sont en hausse de 21%, et des dépenses réelles à hauteur de 997 000, dues essentiellement, enfin les recettes sont dues effectivement aux produits exceptionnels qui sont les subventions qui sont versées par la ville. Donc un petit peu moins d'1 million pour les comptes du théâtre. Voilà. Merci Laurent. Je vous laisse la parole pour des questions sur ce compte administratif. Monsieur Thomas. Oui, merci. Plus qu'une question, ce sera un peu une analyse, parce que si les chiffres ont été cités, je n'en partage pas forcément les conclusions. Déjà, première chose, et on est d'accord ici avec Monsieur Roussel, c'est un peu l'exercice annuel qui permet de se comparer réellement, parce que on parle de chiffres réalisés, et donc on ne parle pas de prévisionnel qui, par définition, ne correspond pas toujours à la réalité. On parle de réalisé, donc ça permet vraiment d'avoir une différence d'une année sur l'autre, et c'est ici que les comparaisons peuvent être menées. Je constate qu'effectivement les dépenses réelles progressent moins vite que d'habitude, même si elles continuent d'augmenter. 3,5%, c'est quand même 750 000 € supplémentaires, là où les recettes ont stagné l'année passée, ce qui fait assez logiquement ce qu'on appelle un effet ciseau, hein. Donc vous avez finalement moins d'épargne disponible pour investir, alors qu'on a des besoins, et donc la solution utilisée par la collectivité, c'est d'investir moins. Il y a 15% de dépenses réelles d'investissement en moins, et en même temps, et ça on n'en a pas parlé, il y a l'utilisation de ce qui était la trésorerie de la ville. Je regardais en 2019, il y avait quand même 7,5 millions de trésorerie, là où on est un peu moins d'1 million aujourd'hui. Donc il y a aussi eu une utilisation de cette trésorerie, ce qui justifie d'ailleurs le recours à des lignes de crédit, la ligne de crédit dont M. Roussel a parlé de 1,5 million, en plus des 18,5 millions d'endettement. Les charges à caractère général, d'année en année, sur les comptes administratifs, sur les rapports du compte administratif, il y a toujours une bonne raison pour qu'elles continuent de progresser. M. Roussel en a cité quelques-unes, l'Ukraine, le Covid, qui d'ailleurs, en fait, le Covid a été là probablement une des meilleures périodes pour les comptes de la ville, et ça a été montré par différents rapports de la Cour des comptes. Pour les collectivités, ça a été plutôt une source d'amélioration de leurs comptes que de dépenses. Mais avant ça, on pouvait vous citer, on parlait des baisses de dotation de l'État, etc., etc. Et les choses disparaissent, et pour autant, les charges à caractère général continuent d'augmenter. Donc même si les dotations de l'État ont arrêté de baisser, ont repris à la hausse, les charges sont repris à la hausse, on peut regarder en cumulant. Le Covid, il n'y a plus de Covid. L'Ukraine, les prix de l'énergie ont aussi largement rebaissé, et comme M. Roussel l'avait dit au dernier conseil municipal, pendant des années, la ville en a largement profité. Enfin, tout ça pour dire que si d'année en année, on trouve une nouvelle explication pour justifier quelque chose qui, de toute façon, arrive, mais pas qu'aux collectivités, aux particuliers aussi, hein. Les particuliers aussi ont subi des hausses des coûts de l'énergie, on n'arrivera jamais à les baisser. Si à chaque fois on dit, bah oui, mais cette année il y a ça, l'année dernière il y avait ça, mais même si le truc d'année dernière a disparu, cette année il y a une nouvelle chose. La conclusion quand même, et j'ai repris un peu d'historique pour mesurer la progression dans le temps, en 2016, il y avait 4 780 000 € de charges à caractère général. En 2019, 5 700 000 €. En 2021, 6 300 000 €. Et en 2023, 7 700 000 €. Donc là-dessus, en 2016, il y avait certes pas le Covid, ces machins, mais il y avait déjà les baisses de dotation.
ce qui permettait de justifier par rapport à l'année précédente, etc., etc. Tout ça pour dire que les charges à caractère général, ce n'est pas que du conjoncturel sur une histoire de dépenses énergétiques qui augmentent ou qui baissent. Et comme c'est pour ça que j'avais demandé le chiffre 2019, les charges énergétiques en 2019 étaient supérieures aux charges énergétiques de 2021. Et pourtant, en 2019, on ne nous disait pas oui, mais l'augmentation des charges d'énergie conduit à cela. Je note d'ailleurs, et j'aimerais bien avoir la réponse à cette question, que j'avais demandé non seulement les montants, mais les consommations énergétiques. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de savoir si on arrive ou non aussi à maîtriser nos consommations d'énergie. J'ai eu que la consommation de carburant. Je pense que ce serait utile, pas que pour moi, pour tous, de effectivement pouvoir tracer cela. Normalement, les gestionnaires de réseaux de gaz et d'électricité ont ont des outils pour le faire. À minima, il y a toutes les factures envoyées par nos opérateurs. On en parlera pour le volet gaz à minima un peu plus tard dans le conseil municipal. Mais ce que je constate également, c'est par exemple, la dernière fois, on était à notre local de l'opposition à l'autre bout de la ville, à côté de l'école Paul Joson. Il faisait 25 degrés dehors, il y avait le chauffage à pleine balle. Il y a un problème quand même. Donc si on peut s'assurer, je comprends qu'il faut isoler nos bâtiments, mais peut-être que l'étape zéro, c'est nos thermostats aussi. Voilà, je dis simplement qu'on peut peut-être faire des économies faciles sur ces charges-là, puisqu'on en parle cette année. Probablement que sur plein d'autres sujets, il y a d'autres économies simples à faire. Les charges de personnel, pareil, on nous dit qu'il y a eu la revalorisation du point d'indice. La réalité, c'est quand même qu'entre 2020 et 2023, il y a 20% d'augmentation des charges de personnel, ce qui est largement supérieur à l'inflation et ou à la revalorisation du point d'indice. Et que si vous ne faites pas des économies sur ces deux postes-là, les frais de personnel et les charges à caractère général, jamais vous arriverez à diminuer ou en tout cas à stopper la progression supérieure à l'inflation, égale à l'inflation des dépenses réelles, et donc à épargner davantage, et donc à pouvoir investir davantage, à moins d'avoir des recours à des solutions très court-termistes. On va en parler plus tard dans le conseil municipal, les cessions du patrimoine communal qui ne sont pas un puits sans fond, donc qui pour moi restent du conjoncturel, mais le conjoncturel devrait plutôt être pensé comme du structurel, c'est-à-dire on ne peut pas dire pour combler chaque année le budget, on va vendre un ou deux biens parce que ça nous va permettre de soit moins emprunter, soit maintenir un niveau d'investissement similaire à l'année dernière, soit compenser un manque d'épargne. Non, le sujet numéro un, c'est l'épargne, 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 et ensuite seulement pour des choses très ponctuelles qui peuvent être fléchées sur je ne sais pas, quand on a eu la rénovation de l'église, on peut se dire, OK, on vend un bien pour rénover l'église. OK, c'est fléché. Aujourd'hui, on ne fait pas ça comme ça, et ça me dérange aussi dans la méthode de construction de notre budget, mais on aura l'occasion d'en rediscuter assez largement. En tout cas, j'attends les consommations quand même énergétiques sur plusieurs années pour pouvoir comparer, puisque ça me paraît indispensable pour pouvoir en débattre. Merci. Laurent Roussel. Oui, quand on est dans l'opposition, on peut affirmer, oui, les dépenses, les charges ne baissent pas, les dépenses ne baissent pas. La réalité, c'est que, je peux vous le dire, elles ne baisseront pas. Parce que quand on a une inflation de 4,9%, notamment sur les dépenses énergétiques, on peut réduire ce qu'on a fait le chauffage de 1 degré dans l'ensemble des bâtiments. À part, vous avez eu de la chance, vous aviez un sauna apparemment, mais c'était probablement une erreur. Ça, on peut toujours le dire. On peut toujours dire ce qu'on veut. Les charges de gestion, enfin les dépenses, le compte de 11 ne baissera pas. Donc, quand on dit que ça augmente de 3,5% alors que l'inflation était de 4,9%, en réalité, quelque part, elle baisse. Donc voilà, mais on n'aura pas une baisse absolue de l'ensemble des charges. C'est complètement illusoire d'essayer de faire croire ça. Enfin, c'est plutôt, ça me semble un peu surprenant. Pareil pour les dépenses de personnel, même si on avait une réduction du nombre d'agents, on aurait forcément des dépenses qui augmenteraient, puisqu'il y a des dépenses mécaniques donc, qui ne sont pas décidées par la collectivité. Donc on peut toujours laisser croire qu'on ne fait pas ce qu'il faut. La réalité, c'est que comme vous le dites, on va de crise en crise. On en a de plus en plus souvent et je constate que heureusement, elle dure de moins en moins longtemps. Il n'empêche qu'elle laisse des traces, mais que nous, la collectivité, s'en sort à chaque fois très très bien.
Alors il y a quelques années, vous nous disiez qu'on allait droit dans le mur et que ça allait être catastrophique. Les années passent, on est toujours là et les comptes restent globalement bons. On peut toujours, sur certains points, faire mieux. Moi, je crois plutôt, et c'est ce qu'on s'efforce de faire en ce moment dans la collectivité, c'est faire des choix et des économies sur certains postes qui nous permettent progressivement de retrouver des capacités plus importantes d'épargne, mais on n'aura jamais une baisse des charges. Enfin, on peut toujours annoncer ça que par un coup de baguette magique, on pourrait y arriver, mais ça, c'est complètement illusoire. Ça, c'est le principal point. Le reste, en ce qui concerne la consommation d'énergie, ben ça, on vous le communiquera dès qu'on aura tous les éléments. C'est vrai que c'est une consommation qui baisse, mais on a des prix qui augmentent. Et contrairement à ce que vous avez fait croire, que ce soit vous prenez 2019, vous prenez 2021, vous prenez comme vous voulez, 2018, 2019, 2021, 2023 est très nettement supérieur à l'ensemble des années. Vous pouvez essayer de faire croire qu'on a bidouillé ce que vous voulez, mais la réalité, c'est qu'on a dépensé beaucoup plus en 2023 et a priori, on dépensera moins en 2024 puisque les prix baissent. Voilà, donc c'est des réalités qui s'imposent, mais nous y faisons face avec responsabilité et on arrive à poursuivre normalement la vie de notre collectivité. Oui, c'est important ce que vient de dire Laurent, parce que dans votre démonstration, qui est en fait un commentaire ligne à ligne de chiffres que nous avons tous sous les yeux, j'ai l'impression qu'il manque quand même l'autre partie de la démonstration. Et pourtant, on investit. Et pourtant, il se passe des choses tous les ans dans cette ville. Et pourtant, vous avez encore la liste des investissements qui ont été réalisés en 2023. Donc oui, il faut qu'on fasse évidemment tout pour améliorer nos ratios, comme n'importe quel gestionnaire de fonds. Il faut améliorer nos ratios de fonctionnement et on a bien ça en tête. Donc tout ce qui pourra être amélioré pour dégager de l'autofinancement, ça sera fait. Mais malgré tout, cette ville continue et nous continuons à investir. Donc je pense que là, la démonstration, elle est à moitié pertinente, puisqu'in fine, on réhabilite l'hôtel de ville, on réhabilite le mur de Ferrare, on réhabilite le gymnase Martinel, on rénove des rues, on aménage des pistes cyclables. Donc, in fine, je ne vois pas quelle est la catastrophe que vous annoncez, et pourtant ça tourne, et on investit quand même. Donc, je ne vois pas quel est le but finalement de cette démonstration, si ce n'est de nous encourager à effectivement améliorer nos ratios, et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire, et c'est ce qu'on s'est toujours efforcé de faire. Sur la consommation énergétique, bon point, effectivement, ça faisait partie des difficultés de rassembler ces éléments, de faire l'agrégat de toutes les factures en une demi-journée, mais je ne vais pas reprendre le début de notre échange tout à l'heure. C'est une question pertinente à laquelle on va avoir le temps de réfléchir pour pouvoir proposer des éléments de réponse à votre question et surtout nous permettre d'avoir des éléments de pilotage de notre consommation d'énergie. Ça sera fait. Laurent. Oui, un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que ça concerne les cessions immobilières. D'abord, on ne peut pas affecter, flécher, comme vous dites, des cessions immobilières sur des projets parce que c'est un principe de comptabilité publique. On ne peut pas affecter des recettes à des dépenses, que ce soit, quel que ce soit sur le fonctionnement ou l'investissement. Il n'empêche que, puisque vous le dites, quand on a rénové l'église, on a cédé les halles au fourrage, par exemple. On savait que ça allait permettre de financer une partie de la rénovation de l'église. Quand on a rénové la Charité Royale, on a cédé la Villa Lavore, qu'on a quelque part affectée, et on est très content, puisque de 2 bâtiments, et plus si on compte le Bon Secours, de 3 bâtiments, on a un bâtiment qui consomme beaucoup moins et qui nous permet de faire des économies substantielles. Donc ça montre ce qu'on fait de l'investissement et ce n'est pas pour combler des budgets comme vous essayez de le dire. Et puisque vous parlez du 193, ce n'est pas pour boucler un budget, ça n'a pas de sens puisque de toute manière, le fonctionnement est bouclé par le fonctionnement. Donc c'est pas vous essayez encore une fois de faire croire qu'on céderait des biens immobiliers pour boucler des problèmes budgétaires. On n'a pas de problème budgétaire. Et si vous voulez qu'on flèche quelque chose, le 193, il serait plutôt, on va dire, dans l'absolu, plutôt pour l'école Lagorce qu'on va rénover. Voilà. Monsieur Thomas. Oui, merci. Alors, je vous laisse mettre de vos mots, mais en revanche, il ne faut pas faire le ventriloque. Moi, je n'ai pas parlé de catastrophe,
parce que je ne suis pas quelqu'un qui emploie des termes à un mauvais escient. J'essaie toujours d'être ordonné, d'être posé et de reposer sur des chiffres. Donc le mot catastrophe, c'est votre mot, je vous le laisse, mais en revanche, ne me l'attribuez pas. Okay, premier élément. Deuxième élément, c'est pas moi qui, dans la présentation, met en avant les charges énergétiques. C'est vous qui utilisez comme un élément de démonstration. Souffrez quand même que je vous demande en regard quelle est la consommation d'énergie, parce que les charges énergétiques, c'est un prix multiplié par une consommation. Et avoir une évolution des consommations, c'est très intéressant, y compris pour vérifier si, comme M. Roussel le dit, si la cession de patrimoine génère des économies substantielles par rapport à ce qui était là précédemment. C'est aussi un élément de comparaison. Et ce n'est pas la première fois qu'on en parle autour de cette table. Donc moi, je suis quand même très surpris qu'on n'ait pas encore ces éléments-là. Et si on parle purement d'énergie, moi je suis encore plus surpris que sur le marché des installations thermiques, dont vous nous demandez de voter un avenant dans 3 délibérations, la collectivité soit incapable de me donner le nouveau prix du mégawattheure. Mégawattheure étant l'unité de mesure de l'énergie, je ne comprends pas qui a négocié l'avenant au sein de la collectivité pour qu'à la fin, personne ne sache donner au conseil municipal la réponse quel est le nouveau prix du mégawattheure puisqu'il va passer à un prix fixe. Mais le prix fixe, combien? Le prix fixe, c'est quoi le marché PEG aujourd'hui? À combien il est le prix fixe du mégawattheure? Personne ne le sait. Le marché du gaz, il est quand même assez volatile en ce moment. Il évolue. Est-ce que c'est le bon moment de passer à prix fixe ou pas? Il faudrait à minima savoir ce que nous propose l'opérateur. Et je trouve ça un peu étonnant de faire voter quelque chose sans même savoir le prix qu'on nous fait voter. Voilà. Donc je le dis, je pense quand même que c'est bien de vouloir me dire oui. Je ne sais pas ce que vous me dites d'ailleurs, vous me dites que je vous annonce une catastrophe, ce que je ne vous annonce pas. Je vous dis simplement que si vous voulez investir davantage et reporter des investissements d'année en année, le plan pluriannuel de la voirie, je ne l'ai toujours pas vu au budget cette année par exemple. Vous me dites on va refaire une rue qu'on a décalée depuis les 2 dernières années. Bah, c'est aussi quand même en épargnant davantage. Et aujourd'hui, on n'épargne pas suffisamment. Et la preuve, en 2023, on a encore moins épargné qu'en 2022. Donc, si ce n'est pas possible de bloquer les dépenses de fonctionnement, ou en tout cas de ne pas les faire évoluer à zéro, il faudrait à minima qu'elles progressent moins vite que les recettes. Je rappelle quand même que l'année précédente, vous ne l'avez pas mentionné, elles avaient augmenté ces dépenses de fonctionnement de près de 9%, ce qui était supérieur à l'inflation. Donc, on peut se dire que si ça augmente de 9% une année qui est supérieure à l'inflation, bah, ce n'est pas illogique que l'année suivante, ça augmente de moins de l'inflation. Et les recettes, elles avaient augmenté encore plus que les dépenses l'année dernière. C'est-à-dire que les Bellifontains avaient vu leur base, ça a été mentionné par Laurent Roussel, revalorisée de plus de 7%. Et ça, c'est de l'argent qui continue à venir année après année. Donc, l'indicateur clé, c'est l'épargne. Et si vous épargnez aujourd'hui, on est très mauvais en ratio d'épargne. Là, pour le coup, j'assume le terme, on est très mauvais en ratio d'épargne. C'est-à-dire que toute l'épargne qu'on dégage de la section de fonctionnement, elle ne suffit même pas à couvrir le remboursement de la dette, qui est quand même la première dépense d'investissement, qui on doit rembourser un peu plus de 2 millions d'euros de capital de la dette chaque année, et on a épargné l'année dernière environ 1 500 000 euros sur le fonctionnement. Bah, ce n'est pas suffisant, je suis désolé de le dire. Si on veut mener un programme d'investissement qui permette de faire l'école Lagorce, mais il n'y a pas que l'école Lagorce qui a rénové, le patrimoine municipal entier est à rénover, les rues sont à rénover, il y a beaucoup d'investissements à financer, il faut épargner pour ça. Et aujourd'hui, quand j'entends dire c'est génial, alors vous ne l'avez pas dit non plus, hein, de la même manière que je n'ai pas dit c'est la catastrophe, vous n'avez pas dit c'est génial, vous avez dit on est fiers, etc. etc. Bah, je trouve que on peut faire beaucoup mieux. Voilà. Bien. Donc effectivement, on n'a peut-être pas dit catastrophe et on n'a pas dit c'est génial. Au demeurant, améliorer nos ratios, c'est effectivement des choses qu'on se fixe comme objectif de mois en mois et d'année en année sur les budgets, et le travail qui est fait actuellement pour permettre la préparation d'un budget supplémentaire et du budget prévisionnel pour l'année prochaine vous démontrera que l'on est soucieux de ces indicateurs et que c'est un outil de pilotage de notre collectivité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce compte administratif? Monsieur Le Cerf. Oui, merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Oui, j'avais juste une question concernant une ligne du compte administratif, page 14, cotisation aux ACDIC. Il y avait pour 6 252 euros de budget et on a dépensé 118 979 euros, ce qui représente, j'ai fait les comptes, 1800% d'augmentation. Donc je ne m'explique pas cette ligne. Bonne question.
Et malheureusement, j'ai eu le document très tard, donc je n'ai pas eu le temps de vous l'envoyer. Non, mais sur les ACDIC, il y a forcément une cotisation quelque part. Donc, on va vous répondre, Monsieur Le Cerf. Je n'ai pas la réponse comme ça. Parce que c'est quand même énorme. On va vous la donner, Monsieur Le Cerf, sur cette cotisation ACDIC. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le compte administratif? Pas de questions. Alors, comme vous le savez, après ce débat, je vais laisser la présidence de cette séance pour le vote à Isabelle Bolger, en vous demandant d'être d'accord sur le principe d'un vote à main levée sur ce compte administratif, si vous en êtes d'accord. Et donc, je vais laisser Isabelle Bolger procéder à ce vote sur les deux délibérations. Bien. Écoutez, je vous propose donc de procéder au vote du compte administratif du budget principal de la ville de Fontainebleau. Y a-t-il des abstentions? Une. Des voix contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une abstention, 6 contre. Merci. Et si vous en êtes d'accord, nous allons voter aussi pour le compte administratif du théâtre, donc, qui était le budget annexe. Y a-t-il des abstentions? Donc sur le théâtre, des abstentions. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. 6? 6, pardon, je ne voyais pas votre deuxième main, excusez-moi. 6, très bien. Des voix contre? Abstention, voix contre? Merci. Très bien, merci beaucoup. On va donc pouvoir rappeler Monsieur le maire. Merci. On va passer au point 1.5 avec Laurent Rousset sur l'affectation des résultats sur le budget principal. Alors, pour le budget principal, donc je vais essayer d'aller vite, j'arrondirai les chiffres si ça ne vous dérange pas. Donc, nous avons un résultat global de clôture de 935 000 € arrondi au millier près. Il est proposé d'affecter le résultat de fonctionnement de 1 089 000 sur les autres réserves à hauteur de 54 000 et l'affectation du solde de l'excédent de fonctionnement à 935 000. Pour le résultat d'investissement de moins 1 950 000, une reprise de la section d'investissement moins le solde d'exécution de la section d'investissement reporté au chapitre en dépenses pour 1 950 000. Voilà. Ça, c'est pour le budget principal de la ville. Et je vais faire le budget annexe. Donc, on a un résultat cumulé de moins 91 000, arrondi au millier près. Donc, section de fonctionnement, 119 000. Section d'investissement, moins 210 000. Donc, un besoin de financement de 118 000. Voilà. Donc, l'affectation, autre réserve pour 118 000, au chapitre 002 pour 1150, et pour affecter le résultat d'investissement de moins 210 000, au chapitre 001, reporté pour 210 000. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le point 1.5 et le point 1.6, affectation des résultats? Pas de questions? On va passer au vote sur la délibération 1.5 pour le budget principal de la ville. Est-ce qu'il y a des contre? L'abstention? 6 abstentions. C'est bon. 7 abstentions. Et sur le budget supplémentaire, l'affectation des résultats sur le théâtre municipal, est-ce qu'il y a des contre? Abstention? 6. Merci. Point suivant. Alors, le marché relatif à l'exploitation des installations thermiques. Vous avez fait allusion à ce point, Monsieur Thomas, et à juste titre. Il y a eu des questions très pertinentes qui ont été posées lors de la commission. Il s'est avéré que c'est un sujet épineux, et ce fameux prix de molécule, afin de permettre à ce conseil de voter en toute connaissance de cause, eh bien, nous ne l'avons pas toujours pas obtenu, je dirais, à ce jour. Sans doute que l'effet du viaduc est une difficulté complémentaire puisque nous n'avons pas eu réponse auprès de notre délégataire. Donc je vous propose de retirer ce point de l'ordre du jour du Conseil et de le reporter au mois de juin pour avoir réponse précise à votre question, Monsieur Thomas, et de voter en toute connaissance de cause. Je ne suis pas très inquiet, les prix étant moins volatiles désormais qu'il y a quelque temps, mais néanmoins, vous avez parfaitement raison,
autant faut-il savoir ce sur quoi on se prononce pour voter. Donc je propose de retirer cette délibération et de la reprendre au mois de juin. Monsieur Thomas. Oui, merci. Je pense que c'est une sage décision. Mais je vais un chouïa plus loin quand même, parce que en termes de méthode, je trouve ça surprenant quand même qu'un délégataire nous propose un avenant qu'on n'ait pas expertisé via la collectivité. Et je pense que la première source, enfin la première donnée qu'on a besoin pour cette expertise, c'est quel prix. Parce que, encore une fois, les prix du gaz ont été très volatiles. Je vois, et pour connaître un peu le marché de l'énergie, on parle aussi des certificats d'économie d'énergie, c'est pas les meilleurs prix qui nous sont mis là-dedans, etc. Et tout. J'ai toute confiance en le délégataire pour proposer son meilleur intérêt économique. En revanche, j'aimerais avoir aussi toute confiance en la collectivité pour challenger le délégataire et pas se laisser dicter des avenants qui me paraissent... voilà, je n'en comprends pas forcément la nécessité. Et si demain le prix du gaz varie et qu'on a un préfixe plus haut, enfin varie à la baisse et qu'on a un préfixe qui est plus haut, puisqu'il reste quand même encore assez haut aujourd'hui le prix PEC du gaz, est-ce que c'est vraiment notre intérêt alors que, enfin bon, voilà, où est l'expertise, quoi? Laurent. Oui, merci pour cette petite leçon, mais je rappellerai que certains, et je ne suis pas sûr, il faudrait revoir, mais il me semble que vous en faisiez partie, souhaitaient qu'on se couvre. En tous les cas, nous demandaient pourquoi on ne se couvrait pas quand le prix était au plus haut. Je sais que certaines collectivités voisines, que je ne citerai pas, l'ont fait. Nous, à l'époque, je vous avais répondu que nous n'allions pas nous couvrir alors que les prix étaient très élevés. Et vous prétendiez à l'époque qu'on ferait bien de se couvrir. Donc voilà, une petite leçon, mais retour aussi. Non, mais Laurent est agacé ce soir. Mais alors, Cédric Thomas. pardon, monsieur le maire. Je n'ai jamais dit ça. Et deux, j'ai toujours trouvé idiot les collectivités qui se couvraient au plus haut d'une crise. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pire moment pour se couvrir. Bah non, je le sais. Alors là, pour le coup, Laurent, je suis assez constant. Sinon, je te mets au défi de me trouver des déclarations en ce sens. Parce que là, pour le coup, je suis assez serein sur ce que je pense sur les prix de l'énergie en France. Nous allons tous rechercher l'intérêt de la collectivité en reportant ce point et en l'expertisant afin de permettre une décision éclairée au prochain Conseil. Point suivant, Laurent Roussel sur le fonds d'aménagement communal avec le département de Seine-et-Marne. Oui, donc le département de Seine-et-Marne a adopté un règlement sur un dispositif de financement en faveur des communes de plus de 2000 habitants, dont la ville de Fontainebleau. Et donc, nous avons été informés que nous disposerions d'une enveloppe de 1 million d'euros. Donc, il s'agit de flécher en fait les investissements qui bénéficieront de cette subvention, qui peut être financée à hauteur de 40% à partir du moment où la commune garde 30% du montant total des financements publics. Et donc, nous avons fléché deux projets qui sont, enfin, c'est le même projet puisque c'est l'école Lagorce, mais la démolition de l'immeuble d'habitation, donc dont le calendrier prévisionnel est de janvier 2025 janvier à juillet 2025 pour un montant de 300 000, et l'extension de l'école élémentaire pour 3 492 000. Donc le montant global de cette phase est de 3 792 000 que nous communiquerons au département. Tout à fait, donc une mobilisation du FAC départemental sur le projet de l'école Lagorce à hauteur d'1 million d'euros sollicité auprès du département. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci pour votre vote. Point suivant, je donne la parole à Carole Garnalec qui va nous parler de la DSP sur le marché forain. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Il vous est proposé d'adopter un avenant, l'avenant numéro 1, à la délégation de ce service public qui a été conclu avec la société Les Fils de Madame Géraud. Cet avenant comporte 2 points. Le premier concerne le matériel approprié au nettoyage de la place de la République. Il était convenu contractuellement dans la DSP qui a été signée en 2022 que la ville mette à disposition de la société Les Fils de Madame Géraud le matériel approprié pour le nettoyage de la place de la République à l'issue de chaque séance du marché. Cette mise à disposition n'a pas pu se faire. La ville a récemment acheté une balayeuse qui va être mise à la disposition de la société Les Fils de Madame Géraud, mais également mise à disposition des services de la ville. On va donc parler d'une mutualisation et il y aura un aspect financier à cet avenant qui sera abordé plus tard, puisque
le temps que la ville ne puisse mettre à disposition du délégataire le matériel approprié pour nettoyer la place, le délégataire a sous-traité ce nettoyage à une société. Il y aura donc un petit équilibrage à réaliser prochainement. Le deuxième point qui fait l'objet de cet avenant concerne des marchés nocturnes. La proposition a été faite à la ville par le délégataire d'organiser 5 séances maximum par an de marchés à thème nocturnes. La ville a accepté. Ces marchés sont désormais fixés dans l'avenant numéro 1 et feront partie de la délégation de services publics. À titre d'information, je vous signale que le premier marché à thème aura lieu le samedi 25 mai de 16h à 22h. Le thème, c'est créateurs et artisans. Et le 31 août prochain, nous aurons un deuxième marché nocturne qui aura pour thème les vieux papiers et les vieux disques. Merci, Carole, pour cette présentation. Est-ce que ça appelle des questions de votre part? Pas de questions. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci pour ce soutien. Isabelle Bolgère pour nous parler du tableau du personnel communal. Merci, Monsieur le maire. Un exercice habituel mais nécessaire. Il s'agit en l'occurrence de créer 2 nouveaux postes qui répondront aux besoins du travail en cours sur un travail de réorganisation un petit peu dans les services de la ville et puis de quelques modifications de postes existants. Tout ça pour permettre d'employer, d'ouvrir les postes à des candidatures qui correspondent le mieux possible. Donc sur les créations, il s'agit d'un poste de responsable administratif à la médiathèque, finalement, qui est simplement la transformation d'un poste d'adjoint. Voilà. Et puis, le poste du directeur de pôle de la sécurité et tranquillité publique, qui est créé en lieu et place du poste de directeur de la sécurité qui avait été créé initialement, afin d'élargir le pôle qui rassemblera désormais la police municipale, la tranquillité publique et la vie des quartiers, l'hygiène et sécurité, qui dépendaient initialement des bâtiments. Voilà, donc il s'agit de faire coller le mieux possible les postes aux souhaits et d'avoir les moyens en fait de développer les politiques nécessaires avec les bonnes personnes sur les bons postes et dans leur bon cadre d'emploi. Et puis, il y a quelques modifications de postes existants pour des recrutements en cours, à l'accueil population, au conservatoire, dans le service des finances et en logistique. Voilà, à chaque fois d'avoir le poste ouvert dans la bonne catégorie pour pouvoir procéder au recrutement. Et bien sûr, ultérieurement, nous procéderons à la suppression des postes puisqu'il n'y a aucune création sèche, c'est juste des transformations. Merci Isabelle. Est-ce que ça appelle des questions de votre part? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des contre? Abstentions? Merci. Je donne la parole à Thibaut Flynn qui va nous parler du plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Oui, bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Donc on vous propose de voter ce soir le PAV, c'est le plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Alors en préambule, je souhaite quand même associer à mon propos ma collègue Marie-Glantine Noré, qui est conseillère municipale déléguée à l'inclusion et au handicap et qui est très investie sur ces sujets, avec laquelle je travaille quotidiennement, notamment pour vous proposer cette délibération. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un PAV ? C'est un document de programmation qui est établi obligatoirement dans toutes les communes de plus de 1000 habitants et qui, en fait, vise évidemment à viser une ville 100% accessible, mais surtout à définir, et c'est là où c'est intéressant, des priorités d'action. Donc, comme souvent, pour mieux apprécier l'endroit où on veut arriver, c'est bien de savoir d'où l'on part. Donc, on a effectué, un cabinet, le cabinet Accessia, pour ne pas le nommer, a effectué un diagnostic très complet de nos espaces publics. D'ailleurs, j'en profite pour encore une fois le remercier. Ils ont fait un formidable travail. Ils ont audité l'intégralité de la voirie. Donc, il y a quelques chiffres assez impressionnants quand même pour se rendre compte. 43 km de voirie, 84 000 mètres linéaires de trottoirs, 474 passages piétons ont été scrutés un par un, et ça a permis de mettre en exergue environ 2300 corrections ponctuelles à réaliser pour un montant d'environ 2 300 000 € hors taxes. Alors je le précise parce qu'il y a parfois des confusions dans les propos de certains membres de l'opposition, et notamment dans la tribune du dernier magazine de M. Thomas, où on semble confondre pas mal de chiffres.
Cette somme de 2,3 millions d'euros, elle ne comprend que les corrections ponctuelles et non pas les véritables travaux de voirie qui permettraient de rendre la ville complètement accessible. Ne figurent pas dans ce montant, par exemple, la reprise d'un profil de rue, une structure de chaussée ou un trottoir pour lutter contre un dévers. Évidemment, le montant pour rendre la ville 100% accessible, il est beaucoup plus important que ces 2,3 millions d'euros, j'ai envie de dire malheureusement. Donc ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est vraiment une étape uniquement pour arriver vers une ville 100% accessible. Néanmoins, comme vous l'imaginez, on va effectuer cette première étape le plus vite possible. Évidemment, ça ne peut pas être fait pour des raisons budgétaires évidentes en une seule année comptable, mais avec le maire Julien Gondard, avec ma collègue Marie-Glantine Noret et toute l'équipe municipale, on souhaite être ambitieux et avancer vite. Donc, pour les corrections les plus simples, évidemment, par exemple, un panneau de signalisation qui est à la mauvaise hauteur, une végétation qui est à tailler, évidemment, la mise en conformité a déjà commencé et ces petits travaux vont être effectués très rapidement. Soit ils l'ont déjà été d'ailleurs, soit ils vont l'être dans les jours, semaines ou mois à venir. Par contre, pour les travaux un peu plus lourds et compte tenu des coûts que ça représente, on va mettre en place un programme pluriannuel et se baser sur une priorisation, alors non pas thématique, mais plutôt géographique, pour des raisons évidentes, en visant bien sûr les lieux les plus fréquentés, donc le centre-ville, bien sûr, mais aussi les abords des écoles et des gymnases, puisque l'objectif, c'est bien de garantir leur accessibilité à tous. Donc, dès cette année, en 2024, il y aura les travaux de réfection rue de Ferrat, rue des Bois, avec mise en accessibilité intégrale de ces deux rues, et la mise en accessibilité aussi du croisement rue des Bois, rue Saint-Méry, pour un montant d'environ 110 000 euros. Ça, c'est le montant, je parle bien, non pas des travaux complets, mais uniquement de la partie mise en accessibilité. Et ensuite, d'autres actions, donc, dans cette approche géographique dont je vous ai parlé, sur un plan pluriannuel, ce qui va plaire à M. Thomas, sur 2025, 2026, 2027. Donc là, avec mise en conformité du centre-ville pour environ un peu plus de 100 000 euros, les établissements scolaires et les gymnases pour un peu plus de 124 000 euros, et bien sûr la poursuite de la création ou de la mise aux normes, puisqu'on en a déjà 75, des places de stationnement réservées aux PMR, enfin aux personnes à mobilité réduite. Et bien sûr, il y aura d'autres actions et mises en conformité à travers les différentes reprises de voirie qu'on effectuera, puisque je vous rappelle que dès cette année, et là encore, j'ai entendu tout à l'heure qu'il n'y avait pas de programmation de rénovation de voirie, c'est faux. Dès cette année, il y a 8 rues qui vont être refaites, donc je vais me faire le plaisir de les reciter pour que chacun voit qu'il y a bien une programmation de voirie. Rue de Ferrat, rue des Bois, rue Anne-Marie Javouet, qui a d'ailleurs déjà été refaite pendant les vacances d'avril, rue du Sergent-Perrier, impasse de Lac-Duc, ruelle du Parquet, rue d'Ancourt et la rue Aucus-Barbier, ce qui fait bien 8 et 15 sur 2 ans. Pour une ville qui n'a pas de programmation, c'est pas mal du tout. Et en plus, bonne nouvelle, il y en aura d'autres avant la fin du mandat. Donc l'ensemble de ces travaux, ça va nous donner l'occasion, chaque année en commission communale d'accessibilité, d'analyser en fait l'avancée concrète des mises en conformité et de réorienter si c'est nécessaire. C'est toujours l'idée de rester souple et agile. L'objectif final, évidemment, ne change pas, c'est l'accessibilité de la voirie, mais en fonction des travaux, des concessionnaires ou des priorités politiques du mandat, évidemment des prochains votes du budget qui déterminent, on va dire, les dépenses consacrées à la voirie, et on pourra ajuster l'ensemble de ce plan sur plusieurs années. Mais l'objectif, c'est d'avoir une ville accessible. Donc, avec ce plan, je pense qui sera rendu public, d'ailleurs, si nous le votons ce soir, nous pourrons montrer à tous les Bellifontins, et notamment à ceux qui souffrent de handicap, que notre ville attache une importance extrême à ces sujets. Merci. Merci Thibaut Fline et merci également à Marie-Glantine pour le travail effectué sur ce sujet. Juste avant d'ouvrir les questionnements, vous précisez qu'il y a une délibération actualisée mise sur table ce soir sur ce point-là, et je vous précise juste l'ajout qui a été fait pour vous permettre de mieux le comprendre. Au verso, vous avez « approuve le plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics s'y annexés, comprenant notamment son plan d'action prévisionnel ». Nous avons ajouté le mot « prévisionnel » pour pas qu'il y ait de confusion sur, comme l'a précisé Thibaut Fline, ce plan d'action qui peut évoluer, mais qui donne un cap à suivre. En aucun cas, il ne grève de facto l'ensemble du budget. En tout cas, c'est bien un plan d'action prévisionnel qui vous est soumis ce soir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce plan? Monsieur Le Cerf. Oui, je note que vous avez précisé que c'était un plan d'action prévisionnel, mais lorsque j'ai assisté à la commission le 27 février, et vu le travail qui a été fait par CCA, qui est remarquable, je vois qu'on est quand même loin du compte par rapport à tout ce qui a été préconisé.
Vous avez donné quelques chiffres, M. Flynn, je vais en donner quelques-uns, moi aussi. Par exemple, dans ce document, il y avait des modules sonores qui étaient préconisés pour une quantité de 36. Il n'y en a aucun sur 4 ans planifié pour ce PAV qui nous est présenté. Pour les bandes podotactiles pour l'escalier, il y en a 11 qui sont préconisées. Une seule est prévisible, a priori, sur les 4 ans. Sur les bandes podotactiles pour traverser piétonne, 646 qui étaient préconisées, 83 sont proposés dans ce PAV. Et c'est comme ça pour toutes les choses. Voilà. Les abaissements de trottoirs à faire ou à refaire, il y a 350 qui ont été identifiés par l'étude, 45 vont être modifiés dans le PAV qui nous est présenté. Pour les panneaux à rehausser, vous nous dites que ça va se faire au fur et à mesure. Il y avait 35 qui étaient identifiés, 0 apparaissent dans le PAV qui nous est présenté pour les 4 années à venir. 167 panneaux à déplacer, 16 sont prévus dans ce PAV. Les bornes basses, qui sont quand même très dangereuses, 216 sont recensées, 89 devraient être déplacées. Pour les potelets à contraster, les potelets pour lesquels il n'y a pas la peinture blanche sur le dessus, 216 étaient identifiés, 89 vont être remplacés ou repeintes. Les potelets à contraster, 251 prévus, 0 dans le PAV. 113 bornes, voilà. Les bornes à contraster et à déplacer, par contre, là, 297 étaient prévus, 30 sont prévus dans le PAV sur les 4 années à venir. Les marquages de traversées piétonnes à refaire, 264 sont identifiés, 33 sont planifiés sur les 4 années. Ce qui m'avait étonné aussi, on en avait parlé, M. Flynn, c'est la végétation à tailler. 127 lieux étaient prévus, voilà, a priori, qui posent des dangers pour les personnes handicapées, et 7 sont identifiés sur les 4 années à venir. Sur les reprises de fosses d'arbres avec grille, 25 sont identifiés, 4 sont dans le PAV présenté pour les 4 années à venir. Les avaloirs à déplacer, 10 sont identifiés, aucun n'est prévu à remplacer. Pour les bouches à clé à modifier, 20 sont identifiés, 2 seulement sont planifiés. Les remplacements de grilles, 36 identifiés, 28 vont être remplacés dans les 4 années à venir. Sur les déposes de bornes à incendie et arrosage, 19 sont a priori posent problème. Aucune n'apparaissent dans le PAV qui nous est présenté. Les poses de nez de marche contrastées et antidérapants pour les escaliers, 243 sont identifiés, 4 sont prévus dans le PAV sur les 4 années à venir. Pour les marquages PMR, 46 places voilà, sont identifiées, 6 sont prévus dans le PAV qui nous est présenté. Et pour les panneaux de places PMR, 9 sont identifiés comme inadaptés, 3 seront remplacés a priori dans les 4 années à venir. Pour les rehaussements du quai bus, 6 sont identifiés, aucun n'est présent. Aucun n'est voilà, prévu dans les 4 années à venir. Donc, comprenez que je sois quand même très mécontent par rapport à ce qui nous a été présenté. Monsieur Flynn, que j'ai interrogé, m'a bien précisé, et il l'a redit aujourd'hui, que la ville vise bien une ville 100% accessible, mais vu tout le travail qu'il y a à faire, on se demande en quelle année ce sera possible. Merci. Thibaut Flynn pour des premières réponses. Oui, quelques éléments. En fait, Monsieur Le Serre, c'est que vous ne parlez que du prévisionnel, alors que j'ai bien précisé, la vidéo fera foi, qu'il y aurait d'autres reprises d'anomalies ponctuelles, pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que nous allons reprendre des voiries, par définition, nous allons aussi mettre ces voies en conformité. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a le prévisionnel qui est hors, entre guillemets, travaux de voirie spécifiques. Et cette année ou l'année prochaine, quand nous reprendrons des voiries, typiquement, quand on reprend une voirie, généralement, on en profite pour changer le mobilier. Donc déjà, on remet, par exemple, tout le mobilier aux normes, etc. Idem pour les passages piétons, etc. etc. Deuxième chose, bah, oui, malheureusement, là, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais je pense que tout le monde autour de cette table, vous comme nous, aimerions que tout soit fait dès cette année. Malheureusement, budgétairement, ce n'est pas possible.
Donc il y a un principe, on va dire, de réalité face à la gestion budgétaire qui fait qu'on est obligé d'étaler sur plusieurs années. Et enfin, prendre item par item, ça n'a pas grand sens. Ça, c'est ce que m'ont bien expliqué les techniciens de la voirie qui travaillent pour la ville, puisque par exemple, quand les anciens potelets qui ne sont plus aux normes, typiquement changer des anciens potelets pour mettre des potelets aux normes sur un trottoir qui lui-même n'est pas accessible et avec un dévers de 8%, ça n'a aucun, enfin, je veux dire, vous ne rendez pas le trottoir accessible, donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Il faut plutôt sélectionner rue par rue et refaire l'intégralité de la refaire l'intégralité du mobilier et une mise en conformité totale. Mais juste changer les potelets, si le trottoir il est en dévers, en fait, vous n'avancez pas dans. Certes, vous n'avez plus l'ancien potelet, mais le trottoir reste inaccessible. Donc l'intérêt est très très mesuré, pour ne pas dire nul. Monsieur Le Cerf, vous voulez commenter? Oui, juste une autre. Je ne vais pas commenter par rapport à la dernière phrase. Ce que je vais dire, par contre, concernant les aménagements du centre-ville, on a oublié les 4 marquages de places PMR. Il y avait un différentiel de 2 000 € dans ce que j'ai pu planifier sur les 4 années, et ça correspond aux 4 places PMR. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît plus. Bien. Merci pour votre retour, Monsieur Le Cerf. Bon, comme beaucoup de sujets avec la majorité municipale, on y va avec responsabilité et puis aussi une grande humilité. Hein, quand on a les kilomètres de voirie à rénover, quand on a les bâtiments publics à rénover, quand on a la fameuse consommation énergétique à surveiller et donc ce plan d'amélioration de l'accessibilité qui est un vrai sujet à Fontainebleau et sur lesquels on se penche, évidemment qu'on y va avec une grande humilité. Donc oui, comme l'a dit Thibaut Fil, on aimerait que tout soit fait rapidement. Force est de constater qu'il faut effectivement jalonner les années de ces différents investissements sur tous ces sujets, l'éclairage, la vidéoprotection. Tous ces sujets du quotidien sont des sujets qui doivent faire l'objet d'un plan pluriannuel d'investissement et c'est bien ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce point avant sa mise aux voix? Monsieur Thomas. Oui, merci. J'ai été beaucoup cité, mais je remercie Thibaut Fline déjà de confirmer ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de davantage épargner pour pouvoir encore plus investir et qu'il y a des besoins qui sont très forts et l'accessibilité en fait partie. Rassurez-vous, Monsieur Flynn, j'ai très bien compris à quoi correspondait le montant de 2 700 000 € que je ne vois pas d'ailleurs dans cette délibération sur le PAV et là je suis pas content du tout. Moi aussi, mais pas pour la même raison, c'est-à-dire qu'en fait, on a une version du PAV qui n'est pas le PAV, qui est le plan d'action du PAV, mais expurgé de toute la phase de diagnostic. Tout ce que vient citer M. Le Cerf, lui, il en a uniquement connaissance parce qu'il est membre de la commission d'accessibilité, alors que le conseil municipal n'a pas le droit de l'avoir. Alors ça, je ne comprends pas. Et on m'a expliqué, alors tenez-vous bien, parce que je ne pense pas que la commission d'accessibilité s'est tenue devant le fameux logiciel QGIS, mais que les diagnostics, ils sont consultables uniquement via ce logiciel. Alors je pense qu'à l'heure du numérique, on doit pouvoir extraire un PDF de ça et cliquer sur « Ajouter à la pièce jointe » et envoyer à M. Cédric Thomas ou un WeTransfer si c'est trop lourd. Ça me paraît être dans les cordes de la collectivité. En tout cas, moi, je suis très mal à l'aise, pareil, de voter quelque chose dont je n'ai pas le diagnostic, j'ai juste le plan d'action, mais si je ne connais pas le diagnostic, je ne sais pas si le plan d'action est bien, pas bien ou nul, comme dirait M. Flynn. Mais à écouter M. Le Cerf, j'ai l'impression qu'en tout cas, il est probablement insuffisant par rapport aux besoins et pas suffisamment précis sur quelle échéance la collectivité vise pour avoir une ville 100% accessible. Donc, est-ce qu'il serait possible de m'envoyer le PAV ainsi que les précédents PAV que j'ai aussi demandé? Et pareil, on m'a dit que rien n'était possible, mais je pense qu'avec un petit peu de bonne volonté, on arrivera à faire un gros WeTransfer avec tous ces éléments. Merci. Alors un WeTransfer, on verra. Hein. RGPD, conformité et sécurité informatique, on verra. Mais en tout cas, 3000 pages sur ce PAV, on ne va pas vous les imprimer, ça c'est certain. Donc on verra comment dématérialiser l'ensemble du document et vous les faire parvenir. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Il fait 3000 pages le PAV? Oui, absolument. Ce qui a été présenté à la commission d'accessibilité, c'est Si vous 3000 voulez pages? tout le document, c'est 3000 pages. D'accord, ok. On peut à minima avoir ce qui a été présenté à la commission Alors quelle d'accessibilité. page vous voulez? Dites-moi. Ah bah vous savez, j'ai pas consulté le document parce que j'ai pas le logiciel QGIS. On vous fera tout le PAV alors, 3000. Faites ce que vous voulez, mais en tout cas plus que ce qu'il y a à l'heure actuelle qui est quand même assez incomplet parce qu'il n'y a pas le volet diagnostic. Ça vous permet quand même de prendre part aux voix. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions sur ce sujet? Eh bien, on va le soumettre aux voix. Est-ce qu'il y a des contre? Pas de contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? 2, 3, 4, 5, 6 abstentions.
Merci. Passons au point suivant sur la cession du 193 rue Grande. Laurent Roussel. Bien, donc il s'agit de la cession du 193 rue Grande, donc numéro 137, sur la parcelle cadastrée. Donc, comme vous le savez, nous avions réalisé une vente dite aux enchères avec la société Agorastore, donc spécialisée dans les cessions immobilières pour les collectivités locales, ce qui nous permettait d'élargir notre offre, enfin nos possibilités de recevoir des offres. Nous avons reçu 9 545 consultations, 48 prises de contact, 12 visites et 3 offres. Et nous proposons de retenir l'offre présentée par la SAS Renaissance Cœur de Ville, représentée par Monsieur et Madame Lecoq, pour un prix net vendeur de 1 346 153,85, donc qui est la proposition qui retient notre attention par rapport aux 3 offres que nous avions reçues. Sachant que cette offre est très inférieure à l'estimation des domaines, qui était de 2,050 millions, et nous avons étudié plus en détail les raisons qui expliquent le fait que nous avons une offre nettement en dessous de ce prix-là, et c'est essentiellement dû à l'état de vétusté du bâtiment, donc l'ensemble du bâtiment, notamment la toiture, qui demande des travaux importants, et également par le fait que nous ne souhaitons pas densifier cette parcelle, et que donc si nous avions choisi de densifier la parcelle, de construire un peu partout, nous aurions effectivement pu vendre au prix de 2,50 millions, mais ça ne fait pas partie de nos souhaits, puisque nous souhaitons conserver d'une part le bâtiment tel qu'il est, et notamment sa façade qui est parfaitement intégrée dans la rue Grande, et surtout de conserver l'espace vert qui est au fond de cette parcelle, qui aurait pu être en partie construite, mais que nous souhaitons qu'elle soit plutôt mise en valeur et utilisée pour donner de l'air un peu au quartier. L'opération retenue propose à la place de l'ancienne cantine de Lucien César, donc une crèche ou un établissement de santé, style dentaire par exemple, puisque rien n'est arrêté à ce jour. 4 locaux professionnels ou commerciaux en rez-de-chaussée et 6 logements, dont 2 studios, un logement de type T2, un logement de type T3 et un logement de type T4. Donc le parc arboré de 650 m² sera conservé et agrémenté d'un potager communautaire et d'un compost, et 10 places de parking seront créées à l'intérieur en épi pour permettre le stationnement des voitures dans cette parcelle. Donc l'ensemble nous semble parfaitement équilibrée et respectueuse de l'urbanisme local de la rue Grande. Voilà. Merci Laurent. Deux des éléments importants effectivement dans cette vente, je vous laisserai la parole tout de suite après, mais premier élément, la gestion dynamique du patrimoine, sur laquelle on a déjà expliqué à plusieurs reprises que nous n'avons pas vocation à être des bailleurs, et quand un bien devient, on va dire, plus cher à entretenir et à rénover qu'à être vendu, eh bien, nous optons pour la stratégie de la vente, à condition d'en maîtriser la destination, et c'est bien ce qui se passe avec ce projet, c'est que ça correspond un petit peu à notre vision de l'urbanisme de ce cœur de ville, à savoir, on n'a pas souhaité densifier, ce qui explique le prix de vente qui est inférieur au domaine, comme l'a rappelé Laurent. On a voulu aussi des services qui répondent à des besoins à Fontainebleau, qu'il s'agisse d'un équipement crèche ou un équipement sanitaire, ça répond à des besoins. Et donc là, on a une collectivité qui pilote également l'intention d'aménagement de ce bien. Et c'est pour ça que nous vous présentons ce soir ce projet sur lequel il y a un prix net vendeur d'1 346 153 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Monsieur Thomas. Oui, juste une question. Quel type, enfin, je vois pas dans la délibération le type de garantie qu'a la ville que le porteur de projet va réaliser le projet tel qu'il est mentionné dans les slides, les quelques slides que vous nous avez envoyés. Comment ça figure dans l'acte de vente et comment ça se traduit en cas de, je sais pas, est-ce qu'il y a aussi des clauses disant que cette société ne peut pas revendre avant d'avoir réalisé son projet ou que ça suit? Comment ça s'articule tout ça juridiquement?
dans la rédaction de l'acte notarié, on va se prémunir de ces difficultés-là pour bien s'adapter au projet qui est proposé ce soir. Donc Ce c'est soir, quoi, c'est la proposition de vente. Si le conseil municipal le vote, on passe en phase d'acte notarié de signature. Ça Mais- n'a pas été signé encore. Oui, j'ai compris, mais comment concrètement dans l'acte notarié, on annexe, Il y aura une expertise notariale à aller chercher là-dessus sur la rédaction de l'acte. Je me tourne vers notre Francine Bellet pour savoir si tout ça peut être rédigé, mais en tout cas, l'idée, c'est bien de se prévaloir d'un quelconque détournement de projet. C'est bien le projet qu'on a souhaité, c'est bien le projet sur lequel les acquéreurs s'engagent, c'est bien le projet sur lequel ils sollicitent un emprunt bancaire, et c'est bien ce projet sur lequel ils cherchent des partenaires également, que ce soit la crèche ou l'équipement d'un cabinet dentaire. C'est bien sur ces projets-là dont on discute actuellement. Et s'il faut sécuriser l'acte notarié, nous le sécuriserons. On va voir ça avec les professionnels du métier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions sur ce sujet? On va passer aux voix. Est-ce qu'il y a des contre? On est 6, hein? Ok? Non? Non, je vois 6. C'est bien ça? Ok, 6. Abstention? Une abstention. Merci pour votre vote. On passe au point suivant. Francine Bellet pour la convention de mise à disposition à titre gracieux d'une portion de parcelle sur le stade Philippe Mahut. Merci, monsieur le maire, et bonsoir à tous. Alors, en effet, ce point, sans qu'il pose aucun problème, concerne la réalisation d'un projet porté par la ville de construction d'un skatepark pour offrir à tous les amateurs de sport de glisse de Fontainebleau et des communes environnantes un site sécurisé et adapté. Donc, le lieu qui a été fléché pour cela est donc compris, on va dire, dans le site plus général du stade de Philippe Mahut. Et comme il s'agit d'une parcelle qui appartient à la communauté d'agglomération, que par ailleurs la ville doit, pour pouvoir engager le projet et surtout solliciter des subventions pour la construction de ce skatepark, la ville doit être en quelque part titrée, enfin avoir un droit d'usage sur une portion de parcelle spécifique. Et c'est donc l'objet de cette convention à signer avec la communauté d'agglomération et par laquelle vous est demandé d'autoriser monsieur le maire de procéder à cette signature. Je précise qu'il s'agit d'une convention d'occupation à titre gracieux et pour une période de 15 ans. Voilà, et donc vous avez en annexe dans la convention toutes les conditions techniques, financières et juridiques de cette convention à laquelle je vous renvoie, mais qui nous ouvre, nous, ville de Fontainebleau, la possibilité donc de démarrer ce projet. Merci Francine pour cette explication. Effectivement, il nous appartient d'abord de voir comment ce projet peut être financé. Et c'est bien pour aller chercher les subventions que nous avons besoin d'un document complet, et notamment une maîtrise du foncier sur le projet de skatepark. Donc on fait les choses dans cet ordre-là. On s'accorde avec la communauté d'agglomération sur l'occupation sur le foncier avant d'aller solliciter les subventions. Et si les subventions sont au rendez-vous, eh bien nous pourrons lancer ce projet de skatepark. Est-ce qu'il y a des questions autour de ce point? Pas de questions. On va passer aux voix. Est-ce qu'il y a des contre? Abstentions? Merci pour votre soutien. Point suivant, je donne la parole à Gwenaëlle Claire sur le règlement intérieur du centre de loisirs. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Donc effectivement, il vous est demandé ce soir d'approuver un règlement intérieur pour le centre de loisirs, notamment la mise à disposition de ces espaces à compter du 1er juin prochain. On rappelle bien évidemment que la fonction première du centre de loisirs de la Faisanderie reste l'accueil des activités de loisirs pour les enfants scolarisés en primaire, les mercredis et sur les temps de vacances scolaires. Mais il est également possible
de faciliter l'accès à ces locaux municipaux dont il fait partie pour accueillir des associations ou d'autres entités. Et on vous propose pour cela donc de valider ce règlement intérieur qui se décline en 10 articles qui vous sont proposés, je ne vous en ferai pas lecture, mais qui reprennent effectivement la mise à disposition, les grands principes d'hygiène et de sécurité et éventuellement le fondement de tout ça en cas de problème. Voilà. Merci Gwenaëlle. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions, on le passe aux voix. Est-ce qu'il y a des contre? Abstentions? Merci. José Tenda, convention de partenariat avec l'ONF pour l'entretien du parcours sportif. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Comme vous le savez, depuis 1981, la ville de Fontainebleau fait réaliser et finance les travaux d'équipement et d'entretien du parcours sportif qui se trouve en forêt domaniale de Fontainebleau. Ce parcours d'une longueur de 2 km est situé sur la plaine du Montaigu et traverse plusieurs parcelles forestières gérées par l'Office national des forêts. Cette convention signée en 2014 arrive à l'échéance et l'Office nous a proposé d'en conclure une nouvelle pour une durée de 3 ans. L'objet de cette convention, c'est de définir l'entretien du parcours sportif. Il y aura 3 sortes de travaux d'entretien qui seront réalisés par l'Office national des forêts. Il s'agit de l'effauchage, le débarrage et la sécurisation. Et la ville de Fontainebleau s'engage à réaliser le suivi mensuel, assurer un contrôle de sécurité périodique, entretenir le mobilier, et la ville de Fontainebleau en même temps s'occupe du financement des dépenses d'entretien pour une somme de 1 000 € hors taxe. Il vous est demandé, chers collègues, d'approuver cette convention de partenariat avec l'Office national des forêts, de préciser la durée de la convention est fixée à 3 ans. Autorisez, Monsieur le maire, ou son représentant à signer la dite convention et les documents s'y rapportant. Merci. Merci José. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Tout le monde a bien identifié le parcours santé. Pas de questions. On va passer aux voix. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci. Judith Reynaud pour la mise à disposition gracieuse de matériel dans le cadre des activités du conservatoire. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Oui, donc la première des délibérations là, que je vais vous présenter concerne l'approbation d'une convention type pour la mise à disposition gracieuse de matériel dans le cadre des activités du conservatoire. Voilà, donc les prêts, ça concerne donc les instruments pour les élèves, et puis des instruments, alors soit pour ceux qui débutent, qui n'ont pas pu acheter leurs instruments encore, et aussi des instruments qui sont peu présents dans le répertoire, mais qui sont obligatoires dans le cadre de l'apprentissage des élèves. Il y a aussi du matériel, des stands, des pupitres, etc. Et le fait est que cette convention permet de cadrer le prêt de ces objets, surtout parce que s'il y a une casse sur le matériel, il faut bien sûr qu'on en détermine la responsabilité. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver cette convention. Merci. Merci. Est-ce que ça appelle des questions de votre part? Pas de questions. On passe aux voix. Est-ce qu'il y a des contre? Abstentions? Merci. Judith, toujours pour le règlement intérieur du théâtre municipal. Du conservatoire de musique d'abord. Du conservatoire de musique d'abord. Voilà, d'abord. En fait, il y a plein de règlements intérieurs ce soir, on est désolé, donc bon, je ne sais pas si vous les avez tous lus. En tout cas, il faut savoir que le règlement intérieur du conservatoire datait des années 2000. On a même retrouvé la trace 2010. Et donc, enfin, vous verrez, le théâtre, c'est encore plus lointain, c'est 1930, le théâtre. Bon. Donc, le conservatoire, c'est 2010. Et du coup, on a demandé au directeur du conservatoire de rédiger un nouveau règlement intérieur qu'on vous présente ce soir. Voilà, donc le règlement intérieur, bien sûr, c'est l'ensemble des règles qui régissent l'utilisation des locaux et des instruments, bien sûr, qui sont présents. Et puis, il définit aussi le code de bonne conduite, les obligations des uns et des autres. Je parle des professeurs et des élèves. Il fixe aussi les règles de mise à disposition des salles et du matériel. Il précise le rôle et les missions du directeur et des professeurs. Plus, vous savez qu'au conservatoire, il y a un conseil pédagogique et un conseil d'établissement, donc ça aussi précise les missions de chacun.
modalités de fonctionnement et puis d'élection pour le conseil d'établissement qui réunit à la fois le maire, des représentants de la mairie, des professeurs et des représentants des parents d'élèves. Et enfin, il donne aussi le cadre pour les sanctions disciplinaires en cas de mauvaise conduite des personnes qui fréquentent le conservatoire. Et enfin, il ne faut pas oublier le RGPD, puisqu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir un article sur ça. Donc, il vous est demandé ce soir d'approuver ce nouveau règlement du conservatoire qui donc rentre en vigueur pour l'année scolaire 2024-2025 et que bien sûr, il sera affiché dans les locaux. Voilà. Merci Judith. Je suis allé un peu vite. Est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement intérieur du conservatoire d'abord? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des contre? Abstentions? Merci. Donc, règlement intérieur du théâtre municipal, on a failli fêter le centenaire. Voilà, c'est On ça. aura changé avant. Donc alors, du coup, oui, alors celui du théâtre. Donc voilà, donc du coup, j'y fais pas référence parce que je sais même pas si on l'a retrouvé. Mais en tout cas, voilà, là c'est pour les règles, pour préciser le fonctionnement du théâtre, tant en ce qui concerne la billetterie et puis aussi surtout pour assurer la sécurité du public. Donc la condition de billetterie, ça concerne à la fois l'achat des billets, mais aussi les conditions de remboursement des billets. Les conditions d'accès au théâtre pour acheter les billets, dont notamment les horaires d'ouverture de la billetterie, et aussi pour accéder au spectacle. Et comme le règlement intérieur du conservatoire, c'est aussi le code de bonne conduite des gens qui fréquentent le théâtre, comme notamment... ça m'a amusé de ne pas poser les manteaux sur les rebords des balcons. Mais plus sérieusement, ne pas filmer et ne pas photographier pendant les représentations. Voilà. Donc, il vous est demandé, le RGPD aussi, bien sûr. Donc, il vous est demandé ce soir d'abroger le règlement de l'ancien et d'approuver le nouveau, donc cette fois-ci à compter du 20 mai 2024. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement intérieur du théâtre municipal? Pas de questions. On passe aux voix. Des contre? Des abstentions? Merci. Judith, toujours. L'attribution d'une subvention pour les écoles d'art américaines de Fontainebleau, à laquelle tu ne vas pas participer au vote parce que tu en fais partie. Exactement. Donc merci Monsieur Le Cerf, parce qu'effectivement, c'est grâce à vous, on peut le dire, que nous avons rattrapé le truc, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la trésorière de cette association est aussi trésorière d'une autre association. Et en fait, elle a répondu pour l'autre association, mais pas pour celle-là. Donc en fait, c'est vrai que ça nous a aussi échappé, on aurait pu l'appeler. Donc, suite au conseil de la dernière fois, je l'ai appelée et effectivement, on soutient tous les ans les écoles d'art américaines. Avec plusieurs... en fait, on fait plusieurs choses avec eux et notamment depuis 2-3 ans, on fait un concert début juillet. Donc là, ce sera le 5 juillet au théâtre, qui est un concert gratuit pour tous, qui est dans le cadre cette année des 80 ans de la Libération, puisque en fait le nouveau président des écoles d'art américaines, M. Philippe Etienne, qui a remplacé Louis Schweitzer, est ancien diplomate, ambassadeur de France aux États-Unis. Donc ça lui tient particulièrement à cœur. Il sera présent ce soir-là pour le concert. Donc là, j'ai fait une petite digression, mais c'est pour vous dire que donc on vous demande d'attribuer une attribution d'une subvention d'un montant de 1 000 €. C'est ce qu'on a donné un peu plus les années passées lors du centenaire des EAA, mais là, donc c'est juste pour montrer le soutien de la ville. Et voilà. Donc le programme de ce qui est fait en juillet, vous l'aurez bientôt. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette subvention? Merci, Monsieur Le Cerf, pour votre alerte. Et bien sûr, Judith, non, tu peux rester, mais tu ne prends pas part au vote. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? On passe au vote. Je ne vote pas. Est-ce qu'il y a des contre? Abstention? Merci, Judith, encore. Oui. Convention de partenariat entre la ville et l'école Fonact. Oui, j'ai beaucoup de notes ce soir. Alors, je suis très contente ce soir de vous présenter cette convention de partenariat entre Fontainebleau et Fonact.
C'est Fontainebleau Acting School. Je pense que vous connaissez tous cette école qui est au 50 rue de France, qui a été montée par Laurent de Montalembert, qui est une école qui dispense des cours de théâtre, mais pas que théâtre, danse, enfin ils ont plusieurs matières et ils forment de toute façon des acteurs pour le cinéma, le théâtre, et ils les forment en anglais. Donc depuis quelques années, on les accueille au théâtre, alors ils payent la location du théâtre pour des représentations en anglais qui se font 2 ou 3 fois dans l'année, et c'est pour que les élèves puissent être vraiment sur les planches. Et alors à chaque fois, il y a eu un peu des ratés dans les réservations, donc on comptait avec cette convention établir des créneaux fixes sur des dates fixes pour pouvoir être sûr qu'ils aient à disposition le théâtre en location pour leurs étudiants. Voilà, donc l'idée c'est de toucher aussi le public bellifontain, enfin de faire connaître le fait qu'on a cette école internationale à Fontainebleau, et puisque ça fait rayonner aussi Fontainebleau ailleurs, l'école ayant ouvert une annexe à Athènes, donc il donne aussi des cours là-bas. Voilà, donc on apporte notre soutien en mettant à disposition, mais en louant le théâtre, et on relaie bien sûr les événements, enfin les spectacles sur nos canaux de communication de la ville. Au niveau des créneaux réservés, il y en aura donc cette année, puisque là on arrive, ils en avaient demandé en février, mais bon, du coup la convention là c'est pour juin 2024, et il y en aura donc 2 autres en 2025 qui seront février et juin, en espérant qu'on pourra poursuivre cette convention sur les années futures. Il vous est demandé ce soir d'approuver cette convention de partenariat. Merci Judith, c'est vrai qu'on est content que cette école non seulement ait choisi Fontainebleau, mais s'y développe. Et il est tout naturel que la ville accompagne aussi le développement de cette école qui nous le rend bien aussi par des spectacles de qualité qui sont organisés au théâtre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point, sur cette convention? Pas de questions. On passe aux voix. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci Judith Reynaud pour nous parler de la convention avec l'école militaire d'équitation pour une exposition. Oui, donc après l'exposition qu'on a fait là, avec l'association Fontainebleau Cheval, là ce soir on vous présente une nouvelle action sur le thème de l'équitation, et ça fait écho en fait aux Jeux Olympiques, section équitation. On a été approché à de nombreuses reprises par l'école militaire d'équitation, l'EME, qui souhaite organiser même un musée à terme du cheval, mais bon, c'est pas forcément évident à Fontainebleau, mais en tout cas là, on a pu répondre favorablement à une demande d'exposer des objets à la Charité royale, donc sur la thématique de l'équitation. Ce sera du 31 mai au 10 août, on a voulu la continuité par rapport à la période des Jeux. Et voilà, donc l'idée c'est de leur mettre la convention, oui c'est ça, c'est une convention de partenariat, c'est pour mettre à disposition, donc à titre gratuit cette fois, l'atelier, ainsi que matériel d'exposition, et bien sûr communiquer pour cette exposition avec les canaux de la ville. Merci. Je profite de cette délibération pour remercier aussi les services de la ville qui préparent cette exposition, et aussi le colonel Arnaud Deslions qui nous fait bénéficier de son savoir et de son abnégation pour aller chercher des objets et du matériel insolite pour cette exposition. Donc merci à eux. Et puis ça me permet aussi de remercier Philippe Dorin pour le travail qu'il a fait avec l'EME, toujours l'école militaire d'équitation, sur cette convention qui nous lie avec les classes de CE1 de la ville qui bénéficient, grâce à ce partenariat, d'une sensibilisation à l'équitation. On est en plein dispositif depuis les retours des vacances de février, où toutes les classes de CE1 de la ville vont venir voir ce que c'est qu'un cheval, monter à cheval, et voir un peu ce que c'est que l'univers équestre à Fontainebleau, en plus dans un cadre prestigieux de l'école militaire d'équitation. Donc merci pour cet engagement Philippe, et merci pour les classes de CE1. Est-ce qu'il y a des questions sur cette exposition d'abord? Pas de questions, on va passer aux voix. Est-ce qu'il y a des contre? Abstentions? Merci. Judith, la convention de partenariat entre la ville, le château
et le Et un photographe Théo photographe, Safroy. ouais, c'est ça. Donc, chaque année, le Festival de l'Histoire de l'Art. Donc, cette année, je pense que vous savez que c'est le pays invité, le Mexique, et le thème, le sport. Donc, ce festival réunit au château et dans la ville des grands spécialistes autour du sujet de l'histoire de l'art en résonance avec le thème et le pays invité. C'est 3 jours, donc cette année ce sera vendredi 31 mai, samedi 1er juin et dimanche 2 juin. Et il y a plein d'événements qui sont organisés sur la ville, des événements de qualité. Voilà, donc on souhaite s'associer. En fait, l'idée c'est toujours de pouvoir faire rayonner ce festival sur la ville en les soutenant de manière visible, de toucher bien sûr le public bellifontain, parce que c'est vrai que sur ce festival en général, il y a entre 15 000 et 20 000 personnes qui y assistent, mais c'est aussi plus des gens de Paris et de partout ailleurs qui sont amateurs d'histoire de l'art. Donc là, nous allons les aider en mettant donc des supports, des 12 faces sur les supports de la ville, d'insertion sans le Bellifontain, de relier aussi avec nos canaux habituels de réseaux sociaux. Il va y avoir aussi une exposition sur les grilles du château, sur le thème du sport, des photos, comme on fait chaque année. Et cette expo, elle est conçue en collaboration avec nos services. Et après, pour éviter, parce que c'est des photos, on fait les tirages, et après, cette expo, elle voyage, et ça fait 2 ans qu'on les qu'on les prête au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, qui sont contents d'avoir ces photos. Et originalité cette année, on a prévu une exposition du coup sur la place de la République. Donc là, ça va être mis en place, alors c'est marqué 2 mai, mais ça a pris un petit peu de retard, ce sera fin mai, enfin ou mi-courant mai. Donc là, c'est assez marrant, c'est du catch féminin, donc photographié par un photographe qui s'appelle Théo Safroy, et c'est pour ça que c'est une convention tripartite, parce qu'il est associé donc dans la convention. Voilà, donc on acquiert les droits pour 600 €, ce qui est relativement raisonnable. Et enfin, il y aura un concert aussi qui est gratuit, comme on fait déjà depuis 2-3 ans, toujours pour intégrer le festival dans la ville, qui sera au théâtre municipal, et ce spectacle est cofinancé par le Château et nous, à moitié-moitié. Et c'est à 18h30 le samedi 1er juin. Et c'est gratuit pour les Bellifontins. C'est un concert, je ne connais pas le groupe, mais je fais confiance au Château qui nous l'ont recommandé cette année, Cumbia Boruca. Voilà, donc nous aussi on met le théâtre à disposition gracieusement, la salle de spectacle, la salle des fêtes et le hall tavernier. Il vous est demandé ce soir d'approuver la convention de partenariat tripartite avec le château et le photographe. Merci Judith. Est-ce qu'il y a des questions? Ça a été largement expliqué. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions. On passe aux voix. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Une dernière pour Judith Reynaud quand même. Oui, j'avais oublié. La convention d'objectifs avec quand même. Django Reinhardt. Ah bah oui, alors Django Reinhardt, comme chaque année. Donc comme c'est une convention où l'attribution d'argent est supérieure à 23 000 €, puisque c'est 56 000 en réalité, il faut rédiger une convention. Et c'est le même montant que l'année dernière. Donc dans les 56 000 €, il y a une partie pour Jazz au théâtre, qui chaque année a du succès. On avait eu juste une année d'interruption, mais depuis l'année dernière, ça a été bien suivi des Bellifontins. Alors on avait essayé de faire vendredi, samedi, dimanche, mais en fait il semblerait, c'est les personnes de l'association qui l'ont demandé, de revenir à la formule antérieure, qui était de faire jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Parce que derrière il y a un moment festif, et bon, le jazz ça s'écoute plus en soirée qu'en après-midi. Bon, donc du coup on a accédé à leur demande, donc on revient à ce format-là sur 3 jours. Avec possibilité d'avoir une petite collation et puis de prendre un verre au théâtre. Donc, on leur, du coup, la subvention, c'est 56 000 €, je l'ai dit ça. Voilà. On n'a pas encore les têtes d'affiche parce que c'est programmé assez tard. Alors malheureusement, encore une fois, ce ne sera pas dans la plaquette de la saison théâtrale, on n'aura pas le nom des artistes. Parce qu'en fait, le programmateur Sébastien Vidal, comme il programme plusieurs festivals, il essaye d'avoir les meilleurs prix
en programmant en même temps. Donc on aura les artistes fin août. On communiquera dessus lors de la présentation de la saison culturelle au théâtre et interviendra les membres de l'association pour indiquer qui participera au festival Jazz au théâtre. Voilà, et pour cette année, je crois que pour juin, en revanche, vous avez tous eu la programmation puisqu'ils communiquent bien sur les réseaux sociaux. Voilà, il vous est proposé... Ah oui, j'ai oublié de dire quand même que la ville apporte à l'association l'aide logistique en fournissant du matériel, tables, chaises et barrières, notamment pour le festival dans le parc sauvage, à titre gracieux. Et on s'occupe de livrer, de retirer et de les reprendre. On s'occupe aussi bien sûr de communiquer sur cet événement et l'association en échange nous propose quelques passes journées à voir avec le cabinet. Voilà, il vous est demandé ce soir d'approuver cette convention d'objectifs et la convention de partenariat. Merci. On a bien 2 délibérations ce soir. La Oui. première, c'est donc la convention d'objectifs, comme l'a rappelé Judith, qui favorise l'accès des Bellifontins au festival, des actions de sensibilisation, des programmations de concerts tout au long de l'année. Donc, on va d'abord procéder à l'examen de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. On va passer aux voix. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci. Et donc, la convention de partenariat, dans laquelle la ville apporte une aide logistique dans l'encadrement général de ces manifestations. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention de partenariat? Pas de questions. On passe aux voix. Des contre? Abstentions? Merci. Je vais donner la parole pour la dernière délibération de ce soir à Hélène Maggiori pour nous parler du festival Branche et Ciné. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. C'est un événement récurrent puisqu'il existe depuis 2018. C'est un festival gratuit et ouvert à tous qui est consacré à la forêt. En 2024, donc cette année, ce festival va se dérouler du 22 juin au 6 juillet. Il a lieu en Île-de-France, en Normandie, dans les Hauts-de-France. Et il s'agit de proposer une relecture originale et inédite de la forêt. Le thème du festival donc, de cette année, c'est les métiers du bois et de la forêt. Ce n'est pas très original pour ce qui se passe en forêt. Avec la projection pour Fontainebleau d'un film en VO, je vais vous épargner mon mauvais accent d'anglais. C'est un américain, un film tout récent. Si certains veulent le dire à ma place, je veux bien. Voilà, merci. En partenariat avec donc, le Ciné Paradis. Et il est organisé, ce film sera projeté à l'hippodrome de la Sole le vendredi 5 juillet à 22h15, quand il fait nuit bien entendu. Donc cette projection fait l'objet d'une convention de partenariat entre la ville et l'ONF. La ville verse une subvention de 5 000 € au festival Branche et Ciné. Et l'ONF s'engage à apposer le logo de Fontainebleau sur ses outils de communication. Cette participation communale permettra à l'ONF de solliciter d'autres partenaires publics, c'est très classique. Voilà, il vous est demandé, donc il demandait au conseil municipal d'approuver le partenariat entre la ville de Fontainebleau et l'Office national de la forêt, pardon, et d'approuver la convention qui est l'objet de cette présentation. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. On passe aux voix. Des contre? Des abstentions? Merci. On est arrivé au bout de l'ordre du jour de ce conseil. Merci pour votre présence. On se donne rendez-vous le lundi 24 juin à 19h30. Merci et bonne fin de soirée.